Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode ne sera pas comme les autres. Déjà parce qu'il va traiter d'un sujet d'actualité, ce qui n'est pas habituel sur la chaîne, mais également car il va traiter d'un sujet bouillant en ce moment dans de nombreux pays, à savoir le vaccin contre le Covid. Enfin plutôt la vaccination contre le Covid dans son entièreté et le fait ou non de se faire vacciner. Avant de commencer, car je suis à peu près sûr que de nombreuses personnes viendront faire des commentaires sans même voir la vidéo, cette dernière n'est pas sponsorisée, je ne fais pas partie d'un quelconque complot, à part peut-être celui pour emmerder le monde, et tout ce que je vais dire ici est purement factuel. Si vous aimez de temps en temps errer sur le web, ce qui est probable puisque vous êtes arrivé sur cette vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté des discours décrédibilisant la vaccination. Entre les experts autoproclamés, invités sur tous les plateaux télé qui ont autant de compétences en infectiologie qu'une rondelle de concombre, et les complotistes qui clament haut et fort à tout va sans aucune preuve que le vaccin est un poison, tout y passe. Mis à part ces extrêmes, cela dit, qui parlent en toute méconnaissance de cause et cherchent avant tout à entretenir un narratif anxiogène, à des fins personnelles, qu'elles soient financières, électorales ou pour leur image publique, vous ne pouvez pas passer à côté d'un autre avis pouvant a priori sembler plus raisonnable. Cet argument consiste à émettre non pas un doute sur le vaccin, mais une inquiétude quant aux possibles effets secondaires de ce dernier. Il se base sur le fait que nous n'aurions pas assez de recul sur le vaccin, et que dans le doute, il est peut-être plus raisonnable de laisser les autres essuyer les plâtres. Peut-être vous-même avez-vous des réticences à vous faire vacciner, car vous craignez également que ce manque de recul puisse être la cause de possibles effets secondaires néfastes pour votre santé. Mais se pose alors une autre question, qui risque de vous faire lever le sourcil. A-t-on réellement besoin d'avoir du recul sur ce vaccin pour avoir confiance dans son efficacité? Plutôt que de répondre directement à cette question qui, il y a fort à parier, risque de mettre en émoi les foules déchaînées d'internet, je vais vous raconter un pan de l'histoire sans aucun lien avec la pandémie. Pour cette histoire, il nous faut poser le décor. Nous sommes dans le plat pays en pleine révolution industrielle. Le plat pays qui est le mien. Très précisément en 1835. Au mois de mai, le 5, c'est un mardi, parce que les événements importants se passent toujours un mardi, et c'est bien connu. Nous sommes au nord-ouest de Bruxelles, en présence du roi Léopold Ier. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche, car le roi des Belges n'est pas ici en villégiature. Sa présence est hautement symbolique, car il s'est déplacé afin de procéder à l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant sur plus d'une vingtaine de kilomètres la capitale à la ville de Malines, un peu plus au nord. L'objectif est bien sûr à terme de doubler la distance parcourue afin d'atteindre la ville d'Anvers, mais en attendant, il faut se contenter de ce tronçon. Le roi, la reine, les ministres, les figures locales, les journalistes, tout le monde s'est donné rendez-vous pour cette inauguration en grande pompe. Tout se passe à merveille, menant ainsi à la préparation des 3 locomotives qui doivent s'élancer sur les rails. Et là, tout le monde panique, car les engins vont s'élancer en ligne droite jusqu'à atteindre la vitesse faramineusement excessive de 60 km/h. Qui pourrait bien se targuer de prédire les effets que pourrait avoir une vitesse aussi monstrueuse sur le corps humain. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le moyen de transport le plus rapide restait encore le cheval, qui n'est pas en mesure d'atteindre cette vitesse de 60 km/h, mais tout au plus 50 pour les plus rapides d'entre eux. Qui sait si une telle vitesse ne pourrait pas être responsable de dérèglements des organes, voire même pire, entraîner des lésions mortelles. Pourtant, il faut pour l'image et la publicité de la nouvelle monarchie belge qu'une figure royale prenne place dans l'engin, ceci afin de susciter l'intérêt de la presse tout en donnant confiance au peuple. Ne voulant prendre aucun risque pour l'État, tout en assurant son image, il est finalement décidé que ce ne sera pas le roi des Belges qui prendra place dans le train, mais la reine. Ah, la galanterie quand tu nous tiens. Le trajet se passa bien entendu sans aucun incident, la reine Louise ne présentant même à l'arrivée aucune séquelle. Elle est certes un peu fatiguée, mais c'est surtout dû au fait que c'est l'une de ses premières grosses sorties depuis son accouchement seulement 1 mois auparavant. Comme quoi, la vitesse n'avait en rien affecté son corps d'une quelconque manière que ce soit. Cette peur de monter dans un véhicule roulant à 60 km/h nous semble aujourd'hui totalement risible. Pour nous qui sommes habitués à régulièrement voyager à 100, 300, voire même plus de 1000 km/h, 60 km/h c'est vraiment de la gnognotte. Il ne viendrait à l'esprit de personne de nos jours, contrairement aux notables belges de l'époque, d'émettre des craintes sur les effets négatifs que pourrait avoir la vitesse d'un tel véhicule sur notre organisme. Agir ainsi nous assurerait à coup sûr la moquerie de toutes les personnes voyageant quotidiennement, qui sont les preuves vivantes que la vitesse n'a pas d'impact négatif sur la physiologie humaine.
Vous ne vous demandez jamais, en montant dans une voiture, si la vitesse de cette dernière ne va pas liquéfier vos organes, peu habitués à se déplacer si vite. Vous ne demandez jamais non plus à ce qu'on vous prouve l'innocuité d'un voyage en vélo, en voiture, en train ou en avion. Non. Vous ne faites pas ça parce que ce serait ridicule. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez été habitué à ce que l'on vous balade à des vitesses qu'aucun humain ne peut atteindre sans technologie, et pourtant, vous allez parfaitement bien. Il en est de même pour l'ensemble de l'humanité ayant accès à des transports modernes. Transposons dès à présent cette réflexion sur un sujet plus sensible, comme celui des vaccins. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir fleurir des centaines de commentaires de personnes refusant de se faire vacciner avec tel ou tel vaccin, disant qu'elles préfèrent attendre un hypothétique futur vaccin qui sera lui réellement sans danger. Elles le savent parfaitement, elles en sont intimement persuadées même. Mais est-ce qu'être persuadé par un fait permet de le transformer en une réalité? On peut grandement en douter. Être persuadé que le ciel est rouge ne l'empêchera nullement de rester bleu. Comment pouvez-vous affirmer avec certitude l'innocuité d'un vaccin qui n'existe pas encore, ou qui est en phase de test sur quelques centaines ou quelques milliers d'individus, face à un autre vaccin qui est lui disponible depuis plusieurs mois, déjà injecté à plusieurs centaines de milliers de personnes, voire avec un peu de chance à plusieurs millions, et ayant lui fait ses preuves? Demander plus de preuves d'un vaccin ayant déjà à son actif des données favorables est en soi un comportement qui n'est pas motivé par la raison, mais plus par la peur irrationnelle de quelque chose que l'on ne comprend pas et qui nous dépasse. Bien entendu, il n'est pas plus raisonnable d'attendre de toutes les personnes se faisant vacciner de comprendre comment fonctionne le vaccin qu'il serait raisonnable de demander à toute personne montant dans un avion de pouvoir comprendre comment la physique, la chimie, la mécanique, l'électronique et l'ingénierie arrivent à se combiner pour faire voler de pareils engins. Il est vrai qu'aucun vaccin n'est sans risque. Affirmer cela serait un pur mensonge. Mais en scrutant attentivement les données, on remarque que la grande majorité des vaccinés ne ressentiront que de faibles fièvres ou des douleurs minimes après leur injection. Rares sont celles qui, moins chanceuses, vont subir des réactions aiguës et devront être hospitalisées à cause du vaccin. Plus rares encore sont celles qui mourront réellement du vaccin. Pourtant, les différents comptes anti-vax ne cessent de propager des histoires, sans aucun fondement ni aucune preuve, de personnes gravement malades suite à des piqûres ou même mortes. Ces comptes sont même bien prompts à raconter d'horribles histoires de personnes mortes après avoir reçu leur injection. Mais la proximité temporelle entre deux événements ne fait pas pour autant un lien de causalité de l'un à l'autre. Si vous mourrez écrasé par un camion en sortant du centre de vaccination, c'est la faute du camion et pas du vaccin. En sachant qu'en plus, afin de lutter contre la pandémie et sa mortalité, ce sont les personnes âgées qui ont été les premières à être vaccinées, tout en gardant à l'esprit que c'est la tranche d'âge ayant la plus forte mortalité due à des problèmes de santé divers qui se cumulent, est-il vraiment étonnant de voir surgir dans les données récoltées que des personnes de plus de 80 ans meurent dans les semaines suivant leur injection? Peut-on pour autant imputer leur trépas à l'injection? Pouvez-vous affirmer avec certitude que sans le vaccin, elles n'auraient pas succombé de toute façon à cause d'une des multiples maladies liées à l'âge qu'elles ont? Si l'on trouvait des données disant que dans les maisons de retraite, 25% des personnes mortes ont mangé de la soupe dans la semaine, oseriez-vous imputer ces décès à la soupe? Il serait plus raisonnable de se dire que ces décès sont liés à l'âge et que la soupe est juste un repas pratique servi dans les maisons de retraite afin de nourrir facilement des personnes à la dentition usée et dont les muscles ne permettent plus de mâcher correctement la nourriture coriace. C'est ce que n'hésitent pourtant pas à faire promptement tous les conspirationnistes anti-vaccins, de manière générale, ou refusant plus spécifiquement les vaccins contre le Covid, avant même que les données médicales sur ces décès ne soient rassemblées et que la cause réelle du décès ne soit identifiée. C'est pour ça que les antécédents médicaux sont scrupuleusement étudiés pour la vaccination. Les personnes considérées comme trop fragiles sont purement et simplement écartées du programme de vaccination. Et si vraiment votre condition physique vous empêche d'être vacciné, il est d'autant plus important pour vous que les autres le fassent afin de vous protéger en empêchant le virus de vous atteindre par leur contact. Pourtant, vous trouverez à foison sur internet des personnes clamant que le vaccin a encore tué, alors qu'aucune autopsie n'a encore été effectuée. Il n'y a qu'à voir la triste histoire fin juillet 2021 à 7 de Maxime Beltra, un jeune homme de 22 ans qui a fait une réaction allergique, le menant à 23 heures à faire un choc anaphylactique qui lui a été fatal. Il avait reçu sa première dose le jour même à 14 heures. Alors bon, les allergies suite à la vaccination, on connaît et c'est très bien documenté. Rien que pour le vaccin Pfizer qui est en cause ici, l'Agence nationale de santé et du médicament a publié un rapport de 47 pages qui détaille tous les événements indésirables arrivés post-vaccination. Sur près de 250 cas de réactions allergiques recensés, un seul a été assez sévère pour demander une prise en charge médicale.
Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, les centres de vaccination ont, en plus du personnel médical venu pour s'occuper des vaccins, de quoi traiter et soigner très efficacement et rapidement les éventuelles personnes faisant un choc anaphylactique. Cette réaction allergique qui peut se faire à l'un des composants du vaccin arrive généralement dans les 5 à 10 minutes suivant l'injection, et c'est justement la raison pour laquelle les personnes allergiques qui se font vacciner doivent rester 15 à 20 minutes de plus que les non-allergiques, afin que si jamais choc anaphylactique il se fasse dans un lieu sécurisé, en présence de tout le personnel médical du centre ayant le matériel nécessaire et sachant l'utiliser. Donc qu'en est-il de ce pauvre jeune homme qui meurt près de 9 heures après avoir reçu sa première dose de vaccin? Eh bien, 9 heures c'est très long. Trop long même pour être une simple réaction allergique suite à l'injection. Alors, il avait certes des antécédents allergiques considérés comme importants, et le vaccin pourrait peut-être avoir augmenté la réaction allergique de son corps, mais ça reste encore à déterminer. Pourtant, il n'a pas fallu attendre longtemps, puisque le lendemain déjà, on voyait des gens cherchant un moyen d'exister médiatiquement en surfant sur tout et n'importe quoi. Comme par exemple Florian Philippot ou encore Gilbert Collard, qui profitent ainsi de cette aubaine médiatique pour faire vivre leur opposition et casser du sucre sur les mesures gouvernementales. Alors attention, je ne prends nullement parti ici pour le gouvernement, je ne tire pas non plus sur l'ambulance, mais à regarder les tweets de ces deux gugus là, on a l'étrange sensation que leur but est uniquement de se mettre dans la poche les anti-vaccins et les antipasses sanitaires dans l'espoir de pouvoir glaner des voix pour les prochaines élections. On peut également aller voir du côté des personnes disant que le seul but de la vaccination, c'est d'engraisser les entreprises pharmaceutiques et qu'il vaut mieux laisser la nature faire, ainsi que de toutes les personnes se plaignant d'une éventuelle 3e dose de vaccin. Là encore, les arguments avancés ne sont pas bons. Même si les entreprises produisant des vaccins sont, on ne va pas se le cacher, plutôt heureuses de cette possible 3e dose, le but premier n'est pas d'engraisser Big Pharma. Pour le gouvernement, le calcul est plutôt simple à faire. Regardons un peu les chiffres publiés par l'INSEE et par le gouvernement sur leur site data.gouv.fr au jour le jour. Donc les chiffres que je vais présenter ne sont pas inventés, vous avez les liens dans les descriptions où vous pourrez télécharger les fichiers et vérifier vous-même les valeurs que j'utilise. Et à toutes les personnes pensant leurs semblables ayant un avis différent, ne cessant de les traiter de moutons ou de dire qu'il faut chercher, bah là j'ai cherché et les chiffres sont simples à trouver. D'ailleurs, petit aparté, c'est drôle de voir que les personnes qui vous disent de faire vos propres recherches sont toujours là à vous reprocher d'avoir fait des recherches et d'avoir trouvé des données qui ne vont pas dans leur sens. C'est vraiment du cherry picking, pour elles il faut chercher, mais il ne faut garder que les données qui leur conviennent et rejeter tout le reste. Bon, alors, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils disent ? D'un côté, vous avez le choix d'injecter une dose vaccinale d'un coût unitaire d'environ 20 € à l'ensemble de la population. On ajoute environ 5 € pour prendre en compte l'acheminement, le personnel médical, les bâtiments nécessaires au bon déroulement de la vaccination, les éventuels vaccins qui vont se casser et qui vont être perdus, ce qui revient à environ 25 € la dose. Pour 2 doses, ça nous fait donc 50 € par personne, ou 75 en cas de 3e dose. De l'autre côté, vous avez la possibilité de ne rien faire et de se retrouver avec des personnes malades qui vont se faire hospitaliser. Sur une population française estimée à 67 400 000 personnes en mars 2021, 530 000 personnes se sont retrouvées hospitalisées à cause du Covid entre mars 2019 et fin août 2021. Oui, parce que les données ne sont pas toujours là pour vous faciliter la vie, à commencer à finir sur les mêmes périodes, mais vous allez voir que ce n'est pas très grave de toute façon. Ça fait quoi qu'il en soit beaucoup de personnes soignées, mais ramené à la taille de la population française, cela fait 0,8% de personnes passant par l'hôpital. On pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, mais une journée d'hospitalisation coûte entre 700 et 1300 € par jour pour des soins standards, et peut facilement monter à près de 3000 € pour une personne en soins intensifs, à cause par exemple des respirateurs, de matériel divers nécessaires aux soins intensifs, du fait de devoir nettoyer en profondeur plus fréquemment les lieux, le personnel supplémentaire pour les soins, etc. Sachant que les malades du Covid restent entre 11 et 20 jours en fonction de la gravité de leur cas à l'hôpital, on a alors tout ce qu'il faut pour comparer le coût de la vaccination à celui de ne rien faire. Sur la population française, vous vaccinez tout le monde, ça va vous coûter 50 € par personne pour 2 doses, coût total de l'opération, 3 370 millions d'euros. Vous arrivez à 5 55 millions d'euros si tout le monde doit avoir une 3e dose, mais visiblement cela risque de plus concerner les personnes fragiles. Passons maintenant à l'alternative de ne rien faire, et examinons son coût. Donc on laisse la nature faire et vous vous retrouvez avec 530 000 personnes hospitalisées. En prenant le coût moyen des hospitalisations, qui est d'environ 1000 € par jour, même si dans les faits la moyenne est plus haute, mais c'est pas grave, on multiplie le tout par 11 jours d'hospitalisation, on est optimiste, on part du principe que les gens vont rapidement s'en remettre, ça nous amène quand même à un petit 5 830 millions d'euros.
Ça coûte donc 2,5 milliards d'euros en plus de ne rien faire que si on injecte 2 doses à toute la population, et toujours 800 millions de plus que si l'on injecte 3 doses à tout le monde. Et ça, c'est sans prendre en compte les personnes malades qui, une fois sorties de l'hôpital, vont quand même continuer à souffrir d'effets à long terme, vont ressentir pendant des semaines, voire des mois, de la fatigue, vont avoir des problèmes de santé divers, et qui, par conséquent, vous coûter encore plus cher en soins et en arrêt maladie, tout en produisant moins à cause d'une baisse d'efficacité au travail. C'est pour ça que partout dans le monde, les gouvernements insistent autant pour faire vacciner leur population. Parce que certes, ça coûte cher de le faire, mais c'est toujours moins cher que de ne rien faire. S'il est bien normal d'avoir peur pour sa santé et pour sa vie, de demander des explications sur les traitements qui nous sont administrés, il est encore plus vrai que l'échelle inédite qu'a eu cette crise sanitaire sur nos sociétés s'est fait gravement ressentir. Le corps médical, déjà sous pression en temps normal, n'a pas forcément eu le temps de tout bien expliquer sur le vaccin, sur son fonctionnement ainsi que sur ses possibles effets secondaires. C'est une brèche dans laquelle n'ont pas manqué de s'engouffrer les conspirationnistes qui font leur beurre en jouant sur la peur de leurs semblables, grâce aux mensonges qu'ils assènent à longueur de temps, n'hésitant pas à raconter des histoires totalement déformées et amplifiées dans le meilleur des cas, mais bien souvent mensongères et totalement inventées. Contrairement à ce que disent les conspirationnistes, les vaccins ARN ne vont pas changer votre code génétique. D'ailleurs, c'est même l'inverse qui va se produire, puisque lors d'attaques par des pathogènes, des bactéries ou des virus, nous rendant gravement malades, notre organisme va avoir tendance à stocker dans sa mémoire génétique des brins d'ADN du pathogène afin de pouvoir à l'avenir reproduire ses protéines et pouvoir l'attaquer plus efficacement. Plus l'infection aura été grave et plus le corps stockera dans sa mémoire génétique des brins du pathogène. C'est d'ailleurs grâce à cette mémoire génétique, ayant gardé des traces de virus anciens, que les mammifères ont pu réutiliser des gènes viraux permettant la fusion cellulaire, afin de permettre la fusion entre l'embryon et la paroi utérine, formant ainsi l'interface fœto-maternelle. Ils ne contiennent pas non plus de nanoparticules de Bill Gates pour contrôler votre esprit. Ces soi-disant nanoparticules ne sont pas non plus activées par les antennes 5G pour vous tuer. Méfiez-vous de ces personnes changeant d'avis comme de chemise, dont le narratif varie au gré du vent, qui ne reconnaissent jamais avoir fait la moindre erreur et qui changent de sujet ou deviennent agressives dès que vous les coincez en mettant en lumière leurs mensonges. Si vous doutez encore de l'efficacité des vaccins, dites-vous que depuis le 19e siècle que ces derniers existent dans leur forme moderne, la médecine a pu accumuler suffisamment de données pour savoir ce qui peut marcher et ce qui ne va pas marcher. Elle a même réussi à éliminer la variole et d'autres maladies infantiles, comme le montrent très bien les graphiques du projet TICO. C'est grâce à la mise en place d'un projet d'éradication de ces maladies, basé sur des campagnes de vaccination à l'échelle mondiale, que ces dernières ont pu reculer. Vous pouvez également émettre des inquiétudes et avoir des appréhensions face à la technologie relativement récente du vaccin ARN, qui diffère des vaccins à l'ancienne si l'on peut dire, où l'on injectait une souche atténuée du virus. Le vaccin ARN consiste à injecter, comme son nom l'indique, de l'ARN. En gros, il donne à votre organisme un plan de montage, un peu à la façon d'un plan Ikea, afin de fabriquer lui-même des protéines virales qu'il va pouvoir attaquer par la suite. C'est un peu comme si vous faisiez du tir au pigeon et que vous donniez aux participants la notice pour faire eux-mêmes leur pigeon d'argile. Dites-vous que cette technologie est certes récente, mais pas inconnue, puisqu'elle est largement utilisée depuis la fin des années 2000. Les vaccins ARN ont été utilisés avec succès contre des maladies saisonnières telles que la grippe, mais ont été également utilisés dans des traitements expérimentaux contre le cancer, ou également contre des maladies non humaines telles que la grippe porcine. À chaque fois, il n'y a pas eu de problème, les personnes souffrant de cancer traitées ne se sont pas transformées en monstres, et les cochons ne se sont pas mis à soudainement développer des excroissances. Vous pourriez argumenter également qu'au début on nous parlait de 2 doses, et maintenant on nous parle d'une 3e dose. Alors certes, ça a évolué, mais parce que cette 3e dose va permettre, d'une part pour les personnes fragiles et ayant un système immunitaire qui perd rapidement la mémoire, de renouveler un petit peu leur défense immunitaire, mais également de mettre à jour le vaccin avec de possibles protéines virales des nouveaux variants. Ça ne vous étonne pas d'avoir des mises à jour de votre antivirus sur votre ordinateur, alors pourquoi est-ce que les vaccins échapperaient à cette règle? Les virus mutent au cours du temps, et mutent même d'autant plus vite qu'ils ont la possibilité de se propager. Si maintenant les différents variants ont été renommés avec des lettres, afin de ne plus stigmatiser les pays dont ils étaient originaires, il faut quand même regarder les choses en face. Ces variants, qu'ils soient Delta ou autres, proviennent de pays qui n'ont pas mis en place des mesures sanitaires suffisamment strictes afin d'empêcher la propagation du virus. Le virus a donc pu se propager à toute vitesse. Et à chaque fois qu'un virus se copie, il y a des erreurs de copie et donc de possibles mutations. Plus il se propage, plus il y a de mutations, et plus il y a de mutations, et plus il y a de chances qu'une nouvelle souche plus contaminante apparaisse. Et c'est justement ce qui s'est passé avec le variant Delta, que l'on appelait avant le variant indien. Il s'est tellement propagé dans la population qu'il a fini par accumuler par chance
Des mutations qui lui ont permis déjà d'être plus infectieux, lui permettant de se propager plus rapidement et d'être plus virulent. Le problème, c'est que les protéines à la surface du virus, du variant Delta, sont légèrement différentes de celles des souches que l'on avait auparavant. Cette légère différence peut avoir du mal à être interprétée correctement par le système immunitaire, qui va alors laisser tranquille ce nouveau variant Delta. Sans compter également que le variant Delta se multiplie beaucoup plus chez les malades, et donc qu'il peut se propager beaucoup plus vite. En prenant en compte tout ça, on comprend très vite pourquoi il faut faire une mise à jour du vaccin, afin de prendre en compte ce variant Delta, et qu'il va alors falloir injecter aux gens cette mise à jour. La base virale VPS a été mise à jour. Donc on tape sur le fait qu'il faut faire de nouveaux vaccins, mais ce vaccin n'aurait pas été nécessaire si tout le monde avait fait ce qu'il fallait. Vous pourrez me rétorquer qu'il y a des personnes vaccinées qui attrapent le virus et qui tombent malades malgré tout. C'est vrai, la protection vaccinale n'est pas parfaite. Mais vous savez quoi ? Malgré l'obligation de la ceinture de sécurité dans les voitures, l'ajout d'airbags, il y a toujours des accidents mortels sur la route. Vous n'arrêtez pas pour autant de prendre la voiture. Malgré l'installation de déflecteurs de plainte et de peignes sur les escalators, il y a toujours des dizaines d'accidents par an avec des personnes blessées à cause de vêtements qui se retrouvent coincés. Vous n'arrêtez pas pour autant d'utiliser les escalators. Alors, si cette logique vous semble normale, pourquoi appliquer une logique à géométrie variable dès qu'il s'agit du vaccin ? Sachez que dans plus de 90% des cas, les personnes vaccinées attrapant le virus vont développer des symptômes modérés comparés à celles non vaccinées. Il y a certes des personnes vaccinées qui vont mourir du virus, mais cette quantité, bien qu'elle reste beaucoup trop grande, on est bien d'accord là-dessus, est extrêmement petite comparée à la mortalité des personnes non vaccinées. Chez les personnes non vaccinées, les estimations à l'échelle mondiale donnent une mortalité approchant 1% si vous tombez malade. De l'autre côté, sur toutes les personnes vaccinées, les vaccins les plus courants ayant une efficacité d'environ 95%, cela revient à dire que seulement 5% des personnes vaccinées vont avoir des symptômes si elles attrapent le virus. Et sur ces 5%-ci, la mortalité va atteindre 0,008%. Cela revient donc à une mortalité pour les personnes vaccinées de 0,0004%, alors ne venez pas me dire après ça que le vaccin c'est plus dangereux que de ne rien faire. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec cet argument moisi du « on n'a pas assez de recul » pour refuser de vous faire vacciner. Refuser de se faire vacciner, sous prétexte que le vaccin ne protège pas à 100% et qu'il pourrait être responsable d'effets secondaires, c'est comme refuser de mettre sa ceinture en voiture car elle n'empêche pas les accidents et qu'en cas d'accident grave, elle pourrait même provoquer des fractures. Refuser de se faire vacciner, c'est comme sauter d'un avion en vol car il y a eu un crash par le passé, puis de refuser d'ouvrir le parachute parce qu'il y a eu également des personnes mortes à cause d'un parachute défectueux. Dire ça du vaccin, c'est fonder son choix sur une peur irrationnelle et non sur les données scientifiques à notre disposition. Gardez à l'esprit que les conspirationnistes de tous bords, vous parlant des dangers incommensurables du vaccin, sont bien souvent les mêmes qui, il y a un an à peine, se plaignaient du confinement et de l'absence de vaccin justement, et qui, encore avant, affirmaient qu'il n'était qu'une simple grippe. N'oubliez pas non plus que ces personnes arguant que nous manquons de données sur le vaccin sont bien souvent les mêmes qui recommandaient il y a un an de prendre de la chloroquine alors qu'il n'y avait aucune donnée scientifique sur son efficacité, et qui continuent même à la recommander alors que l'on a des données qui démontrent qu'elle n'a aucune efficacité sur l'amélioration de la santé des personnes malades, sur la prévention ainsi que sur la propagation du virus. Si vous tombez sur un complotiste affirmant que ces données sont faussées par Big Pharma, les médecins Illuminati corrompus, les élites reptiliennes qui nous gouvernent, ou les nazis sionistes, demandez-leur de vous présenter leurs preuves. Car il faut garder à l'esprit que c'est bien beau d'avancer des choses, mais la charge de la preuve incombe à la personne qui affirme quelque chose. C'est elle qui doit prouver qu'elle a raison de dire ce qu'elle dit, et non à ses détracteurs d'essayer de prouver qu'elle a tort. Sinon, il suffit simplement de traiter les conspirationnistes d'animaux préhistoriques partouzeurs de droite. Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques partouzeurs de droite dans les parages. Ils n'ont qu'à me prouver le contraire s'ils pensent que j'ai tort. On a bien eu. Je déteste les animaux préhistoriques partouzeurs de droite, bordel. En réalité, les complotistes n'auront pas de preuves à apporter car leurs narratifs sont insensés, sortis de leur cerveau analysant le monde au travers d'une lentille déformante, où ils peuvent créer des parallèles en faisant des jeux de mots moisis qui vont alors leur servir de soi-disant preuves, tout ça afin de gonfler leur ego, peut-être également leur porte-monnaie, mais qui vont surtout servir à leur donner l'illusoire impression d'avoir une emprise leur permettant de maîtriser le monde qui les entoure. Sachez vous méfier de ces discours sensationnels
Et n'oubliez pas que si les complotistes n'ont pas de preuves à apporter pour soutenir leurs affirmations, ces dernières ont autant de crédibilité que de soutenir que le ciel est rouge ou que la lune est faite de fromage. Comme dit l'adage, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Petit ajout au montage, j'ai vu qu'il y avait eu 3 vidéos sorties sur le vaccin sur la chaîne Le Point Genius, et que je vous conseille vivement d'aller voir. Les liens sont dans la description. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode un peu spécial de Techniquement ce qu'il faut savoir, pour parler des arguments moisis contre le vaccin. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.